Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce petit déjeuner sur le thème de fidéliser. Est-ce que c'est vraiment une mission impossible? Et Julien Maurice va venir nous éclairer pendant cette heure. Et bah, Julien, je te passe tout de suite la parole. Merci Valérie, bonjour à tous. Merci Valérie pour l'invitation. Je suis très content pour intervenir pour la FQP là ce matin. Alors la fidélisation effectivement des collaborateurs, alors avant tout, je vais peut-être quand même me présenter quand même très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Julien Maurice, je suis entrepreneur depuis 20 ans. Pendant 15 ans, j'ai géré une entreprise d'une quarantaine de collaborateurs dans la propreté. Et depuis 3 ans, j'accompagne des dirigeants et des managers dans leur aventure professionnelle. Pour faire simple, je les aide à optimiser leur business en mettant le focus sur la qualité de la relation. J'interviens notamment autour des sujets qui touchent au management et aux fonctions des équipes. Donc la fidélisation, c'est le sujet du moment avec le recrutement. Euh, Ça peut paraître et on peut parfois penser que c'est une mission impossible. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu pendant 15 ans où on m'avait promis que ce serait mission impossible de recruter et de fidéliser dans la propreté. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous partager finalement cette expérience, parce que la fidélisation, ça a été pour moi mon cheval de bataille pendant 15 ans. Et finalement, on est plutôt pas mal arrivé à faire mentir nos détracteurs sur ce sujet. C'est un partage d'expérience, c'est en rien une vérité. Vous aurez des situations qui seront forcément très différentes dans vos entreprises, des tailles d'entreprise, des secteurs différents. On n'est pas dans les mêmes contextes. Si jamais vous repartez d'ici avec des choses que vous pouvez transposer dans vos entreprises, j'en serais ravi. En tout cas, si jamais ça peut vous permettre euh, d'ouvrir le champ des possibles et puis de nourrir votre réflexion, pour moi, c'est tout ce que, voilà, c'est la seule ambition que j'ai aujourd'hui. En termes de déroulé, on a une petite heure. Le sujet est vaste. Je pourrais en parler pendant des heures. Je vais vraiment venir sur quelques éléments, donc ce ne sera pas exhaustif, hein, quelques éléments les plus saillants qu'on a mis en place, des choses qu'on a mis en place chez EPS et qui me semblent pouvoir être transposables dans d'autres univers. Euh, bon, c'est prévu qu'on soit un petit peu nombreux aujourd'hui, donc pour les questions-réponses, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chat. Gaël, qui est là, va m'aider et sera le régulateur. Et on essaiera de faire deux, trois pauses durant cette heure, de manière à ce que ça rythme un petit peu et que je puisse répondre à vos questions. Si jamais je pouvais pas répondre à toutes les questions, n'hésitez pas après à me contacter même par mail, que je puisse qu'on puisse finaliser. Est-ce que c'est tout bon? C'est bon Valérie? On y va. Est-ce que vous voyez, c'est bon l'écran, vous voyez ça a changé? Super. Alors, donc, comme je vous le disais, moi, pendant 15 ans, j'ai géré une entreprise d'une quarantaine de collaborateurs dans la propreté. On était sur le Nord-Isère, on faisait à peu près 1,1 million de chiffre d'affaires et une centaine de clients, pour le contexte. Alors, pour rappeler un petit peu, pour dresser un petit peu le contexte, la propreté, pour le coup, on est sur un secteur qui n'est pas des plus attractifs, qui souffre d'une mauvaise image, qui fait pas rêver, hein, c'est plutôt la punition ultime quand on a mal bossé à l'école. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on met derrière ce métier. C'est un métier avec de fortes contraintes. Pour en citer quelques-unes, des horaires décalés, hein, donc soit tôt le matin, tard le soir, des, donc des horaires décalés, du temps partiel, du travail en multisite, ce qui veut dire du déplacement, surtout que nous on est dans une zone rurale, donc pas mal de déplacements. Un métier beaucoup plus FIC qu'il n'y paraît. Et puis je dirais également une contrainte forte en termes au niveau commercial, parce qu'énormément de concurrence. Je crois que sur Rhône-Alpes, on était peut-être 1500 entreprises, donc une forte concurrence sur les prix. Donc c'est un métier où en général les collaborateurs arrivent plutôt par défaut et qui connaît un fort turnover. Turnover au niveau des clients, hein, les clients sont réputés pour changer de prestataire tous les ans.
ou quand ça tient, quand ils n'ont pas eu le temps de revoir leur contrat, on va dire tous les 2 ans. Mais c'est pas rare d'avoir des clients qui changent de prestataire tous les ans. Et pour le turnover du personnel, il n'y a pas de chiffre précis dans la profession. Je crois que je ne vais pas trop m'avancer quand je dis qu'on est au moins à 100%. Et à mon avis, je pense qu'on est bien au-delà au niveau de la branche. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer comment on est arrivé à fidéliser. Alors, quand je vous dis qu'on est arrivé à fidéliser, on tournait sur des niveaux de turnover, nous, à 13-15% de façon régulière. Donc, voilà, qui reste un turnover important comparé à d'autres secteurs, mais très faible par rapport à la branche. Alors, vous allez voir ce que je vais vous présenter, ce qu'on a mis en œuvre, finalement, de beaucoup d'énergie. Et se pose la question de la rentabilité. Cette question, en tout cas, moi, je l'ai entendue longtemps quand j'étais aux manettes de l'entreprise. Mes collaboratrices, mes confrères me disaient, mais avec ce que tu mets en place, comment est-ce que tu arrives encore à être rentable? Je l'entends encore aujourd'hui quand je parle fidélisation. On me dit, oui, oui, mais attends, moi j'ai une boîte à faire tourner, je peux pas consacrer tout ce temps et toute cette énergie-là. Donc ça me semble important de vous rassurer sur un point, c'est que on est bien sur les deux faces d'une même pièce, hein, et que moi ça a toujours été une certitude pour moi que ça s'opposait pas, que qualité de vie au travail et rentabilité ne s'opposaient pas, au contraire, que c'était complémentaire. Quelques chiffres, on avait une rentabilité qui était x4 par rapport à la branche, hein, une marge opérationnelle de 20%, là où la branche était à 5. Et quand j'ai repris l'entreprise, moi, en 2004, on était à -3. Là, je vous parle de marge opérationnelle, hein, sur plus de 10 ans, on est dessus. On faisait partie, on avait été dans le top 16 des entreprises les plus performantes de l'Isère. Et puis, on avait la meilleure cotation Banque de France. Hein, quand vous savez le temps qu'il faut déjà pour atteindre ce niveau-là et ensuite le garder, ça, c'est aussi, ça démontre également que derrière, il y a l'entreprise, elle est pérenne. Donc, je vous l'ai dit, beaucoup d'énergie, vous le voyez vous-même, hein, fidéliser, ça demande énormément d'énergie. Et j'ai repéré, moi, trois endroits Pas clés où mettre mon possible. énergie. Le risque étant, finalement de se perdre. Le premier niveau, le premier endroit, pour moi, ça a été dès le début, quand j'ai repris l'entreprise, c'était très clair dans mon esprit, c'est que si jamais je veux fidéliser, il va falloir que je sélectionne les bons profils. On avait une approche très très décalée par rapport à la branche là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là encore, je parlais pendant des heures. Quelques éléments. La branche recrutait en général, les entreprises de propreté recrutent la première personne qui répond présent au téléphone. Ça ne veut pas dire qu'elle va être là le lendemain, mais en tout Mm. cas, elle est embauchée. Nous, on était très sélectifs sur les recrutements. On recrutait à peu près 8% des flux entrants. Autre exemple, moi sur Chambéry, j'avais des confrères qui travaillaient en station, qui arrivaient à recruter 100 personnes pour aller monter en station le week-end. Donc en une semaine, 100 personnes. Pour nous, pour recruter un agent, même pour un petit chantier, une agence bancaire, on va dire 1 heure par jour, on était minimum à 1 mois de recrutement. Il m'arrivait, sur une structure d'une quarantaine de collaborateurs, donc 20 équivalents temps plein, d'avoir mobilisé quelqu'un à temps plein 3 à 4 jours par semaine sur du recrutement. Donc voilà, donc là, il y a vraiment pour nous c'était le cœur, ça, tout partait du recrutement. Et je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure, mais on recrutait pas sur des aspects très techniques, c'est pas là-dessus, plutôt sur on cherchait des gens qui aient envie de venir le matin, qui soient présents le matin et qui trouvent du plaisir dans leur job. La deuxième chose, alors ça, je l'ai appris à mes dépens dans les premiers mois. Ça a été quand j'ai repris l'entreprise, j'avais une équipe qui était pas vraiment, on va dire, adaptée à l'idée que je me faisais de l'entreprise. Et donc, j'ai eu pas mal de problèmes à gérer, des personnes à faire sortir de l'entreprise et des bons moments qui sont partis. Et là, je ne comprenais pas. Et quand je les ai questionnés, j'en ai deux notamment en tête, qui m'ont dit, ben oui, mais on vous voit pas et vous vous occupez des autres, mais pas de nous. Et là, je me suis dit, ok, j'ai compris, il va falloir que j'investisse dans un management qui soit là pour prendre soin des bons éléments.
Et le troisième axe qui va avec, c'est aussi, donc prendre soin des bons éléments, c'est une chose, mais pour moi, il fallait également savoir se séparer des mauvais. Quand je dis mauvais éléments, c'est des collaborateurs qui à un moment partagent plus ou partagent pas ou partagent plus le projet de l'entreprise. Euh, je prends des exemples. Moi, quelqu'un à qui on va donner des moyens pour travailler, on va lui donner 3 heures pour travailler, là où ailleurs il en a 1 heure. Bah, si il me passe 30 minutes sur le site, il y a un moment ou un autre, si ça continue, je vais pas pouvoir continuer, on va pas pouvoir persévérer. Quelqu'un, je me souviens d'avoir repris quelqu'un qui avait 15 ans d'ancienneté, euh, qui refusait d'aspirer le sol avant de laver le sol. Bon, il y a un moment, ça va pas pouvoir le faire. On va passer du temps à expliquer, mettre du sens derrière. Par contre, si jamais ça rentre pas dans l'ordre, il va falloir s'en séparer. Sinon, l'énergie est complètement accaparée par ces personnes et puis ça démotive complètement les bons éléments. La fidélité, pour moi, ça s'entretient. C'est pas quelque chose qui est acquis, quelque chose qui est jamais acquis, qui s'entretient. Et ça demande, selon moi, de prendre soin de la relation, mettre un focus particulier là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on fait pour prendre soin de la relation quand les gens sont disséminés sur les sites, sur des secteurs géographiques très différents? Alors, on avait un secteur qui était d'une cinquantaine de kilomètres autour de nos bases maximum. Malgré tout, les gens intervenaient de façon très disparate. Et donc, une des réflexions qu'on a eues, ça a été comment est-ce qu'on crée une organisation qui soit propice à l'échange. Il fallait qu'on ait un lieu et ensuite il fallait qu'on s'organise pour que les gens se retrouvent. Donc ça, c'est comme ça qu'on a pensé nos locaux à Saint-Gilles. On voulait créer un lieu où les gens se sentent bien, qui puissent accueillir nos agents. Donc là, c'était un centre de formation. Donc vous voyez, le cœur des locaux, c'est le centre de formation. Nous, on avait nos bureaux vitrés qui nous permettaient d'avoir accès sur les gens qui rentraient dans les locaux et qui vivaient dans ces lieux. Donc déjà un endroit qui était propice à l'accueil. Et l'autre chose, ça a été de dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour que les gens, on les rencontre? On a notamment organisé toutes nos tournées pour tous nos temps pleins le mercredi matin. Et après, même le mercredi, un peu plus même matin et après-midi. Ça voulait dire que on a désorganisé complètement nos équipes. Il y avait des gens qui étaient à Bourgoin à ce moment-là. On les faisait revenir à 2 en voiture pour passer au bureau. On avait des gens à Morestel, à Pont-de-Beauvoisin, aux Abrets. Tout le monde passait, tous nos temps pleins passaient le mercredi. Et puis j'avais un impératif. Je mettais un impératif aussi à mes encadrants. Le mercredi, ils étaient au bureau. Ils n'étaient pas au bureau pour être au bureau derrière des classeurs. Ils étaient au bureau pour les équipes, pour voir les équipes, qui aient une vie d'échange. Culture du dialogue, à vraiment chercher à instaurer et à développer tout au long de ces 15 ans. Au départ, donc on avait un public essentiellement féminin. Alors je ne sais pas si c'est en lien, en tout cas, souvent on m'a dit, mais comment est-ce que pour manager un public uniquement féminin? Moi, j'avais pas trop de difficultés, si ce n'est au départ la difficulté que les choses se disent. Il y avait beaucoup de bruit de couloir, des gens qui se tiraient dans le dos, qui voulaient pas dire aux autres ce qu'ils pensaient, etc. Donc ça a été tout un travail pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de problème à se dire les choses. Au contraire, on peut ne pas être d'accord. C'est plutôt sain de ne pas être d'accord, d'avoir des tensions dans les équipes. Ben oui, c'est normal. Dans une entreprise, c'est plutôt anormal quand il n'y en a pas, selon moi. Mais comment est-ce qu'on change de mindset et qu'on accepte ça et qu'on se dit, bah voilà, on va pouvoir se parler, se dire les choses simplement entre collègues, simplement avec la hiérarchie, avec la direction, simplement aussi après avec les clients. Je ne vais pas trop m'apesantir, mais il y a plein de choses à dire. Tout ça, pardon. Donc ça permet notamment d'éviter les conflits. On va désamorcer les conflits avant qu'ils arrivent. Bah, il n'empêche que de temps en temps, il y a quand même, on a beau tout mettre en place, on a beau dialoguer, etc. Il y a des moments où on est bloqué. C'est pas arrivé très souvent. J'ai deux situations en tête où vraiment on s'est bloqué. Et là, pour le coup, on a fait appel à un médiateur externe. Et bah, juste la médiation a permis de débloquer la situation en une réunion, permis de débloquer une situation qu'on pensait complètement morte. Bien souvent, là, les deux cas auxquels je pense, c'était des situations où les
ma famille était partie prenante de la. J'avais un papa qui était près de la retraite, sa fille derrière était de très très influente et ça posait un souci. Donc j'ai fait une médiation avec lui et sa fille. J'ai eu une collaboratrice, ça fait 10 ans qu'elle était dans l'entreprise, son conjoint était partie prenante finalement de ces tensions. On les a reçus tous les deux. Donc voilà. Est-ce que déjà par rapport à ça, est-ce que il y a déjà des questions ou pas? Bonjour à toutes et à tous. Non, a priori, tu es très clair, même si de temps en temps, il y a quelques ruptures de son. Désolé pour la connexion. Mais pas de questions à ce moment-là. Ok. En termes de rythme, est-ce que ça va pas trop vite? Ça va? Ça a l'air de. Ok. Alors, je, j'ai la forte conviction que pour que des clients, des collaborateurs soient fidèles, il faut qu'ils sentent qu'ils sont importants et que ce qu'ils font a de la valeur. Dans la propreté, c'est pas forcément évident de premier abord. Et pourtant, chez nous, ça a été vraiment, ce qui m'a porté pendant 15 ans, c'était la volonté de démontrer que je voulais que les agents de propreté soient de leur métier, puissent en parler avec les yeux qui brillent et marchent à tête haute. Moi, c'est vraiment ce qui m'a animé. Quelques éléments précis qu'on a mis en place pour renforcer cette considération et cette valorisation. Du matériel haut de gamme. Il n'y a rien de pire que de travailler avec du matériel qui ne marche pas. On a tous eu l'expérience d'une photocopieuse qui marche pas, c'est juste l'horreur. J'ai expérimenté en arrivant chez Epps des tuyaux percés et à inonder un supermarché le matin ou à devoir éponger avec une canne d'aspirateur où il manquait la canne. Donc ça, c'était assez embêtant. Et moi, je me suis toujours dit, voilà, je voulais que mes collaborateurs ne puissent jamais dire on n'a pas le matériel pour faire le boulot. Un exemple un petit peu pour moi qui est marquant, ça, c'est une voiture de tournée. Voiture de tournée, donc une tournée, hein, c'est deux personnes qui tournent, qui sont à temps plein, qui tournent une vingtaine de chantiers dans la semaine et en cabotage. Ça, c'est la voiture de l'entreprise quand en 2004-2005. Encore, il y a de la chance, c'est qu'il y a du matériel. Si vous regardez les voitures dans les entreprises de propreté, parfois il y a un balai, un seau, et c'est tout ce que vous verrez dans la voiture. Donc nous, il y avait du matériel. Par contre, j'avais un truc qui me posait problème, c'est de me dire que 20 fois dans la semaine, les agents aient à tout sortir pour pouvoir aller faire le boulot. Et ça, c'est donc partant de ce principe-là, de ce truc qui allait pas, on a travaillé avec un artisan local, on a travaillé avec les équipes pour comprendre leurs besoins, voilà, leur fonctionnement et qu'on adapte finalement un véhicule qui soit vraiment confortable pour elles. Donc là, vous voyez, on avait des casiers, c'était tout sur coulisses. Là-dedans, dans un berlingot, elles avaient un aspirateur dorsal, un aspirateur à eau, le kit de tout ce qu'il fallait pour laver les sols, pour les vitres, tous les produits possibles et imaginables, et les recharges également, les recharges papier toilette, essuie-mains, etc. Tout accessible très facilement. Ça, c'est un exemple, mais finalement, ça, on l'a mis en place pour tout. Pour absolument tout, tout le matériel était pensé pour qu'il réponde vraiment, il facilite le travail des agents. Autre point, des cadences de travail. Ça, c'est le cœur le nerf de la guerre dans la propreté, parce que c'est là, de ça va dépendre les prix clients également. Quand je dis cadence de travail confortable, pour vous donner un ordre d'idée, la cadence normale, reconnue par tous comme étant normale dans la propreté, pour nettoyer des bureaux, c'est 450 à 600 mètres carrés à l'heure. Si vous prenez, vous ramenez ça, quand vous faites votre ménage chez vous, hein, sur 100 mètres carrés, en général, on a bien 3 heures de travail. Là, 450, 600 mètres carrés heure, les standards de la profession. Moi, je me suis toujours dit que c'était juste pas possible. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu donc nous, on était, pour vous donner un ordre d'idée, à 150 mètres carrés heure, on dépassait jamais 150 mètres carrés heure. Hein, mais après, ça vient questionner forcément notre tarification, etc. Hein. Anecdote, je reprends ce qui allait devenir notre plus gros client. J'attends devant la porte, je savais qu'il y avait une employée qui était là, a priori le client me dit, elle me paraît de bonne volonté,
regardez, allez la voir, je pense que c'est quelqu'un qui peut trouver, qui pourrait travailler avec vous. Et je vois arriver une jeune d'une vingtaine d'années sur le parking. Elle franchit les portes et elle se met à fondre en larmes. Je comprends pas ce qui arrive. Je me présente un peu, c'est tout bête. Elle me dit oui, mais j'ai pas le temps. Je veux bien vous parler, mais j'ai pas le temps. Et elle m'emmène et donc on parle en même temps qu'elle travaille. C'était des salles de classe. Elle avait un chiffon, un vieux chiffon tout pourri dans la main droite, un vieux chiffon tout pourri dans la main gauche, et elle frottait ses tables à gauche, à droite dans les travées, et elle avançait comme ça. À ce client-là, je lui ai dit, vous n'êtes pas content, tous les ans vous changez, vous avez une image déplorable des entreprises de propreté. Moi, on va vous faire 2 fois moins, ça va vous coûter 20% plus cher. Le client me dit, non mais vous n'avez rien compris, je vous dis que c'est déjà dégueulasse aujourd'hui, comment vous allez, là vous me dites que vous allez faire 2 fois moins, et en plus ça va me coûter plus cher. Et finalement, ce client-là, on l'a gardé jusqu'au bout, donc on avait plus de 10 ans, alors que tous les ans il changeait. Tenue de travail, ça a été un point important de considération. Je suis arrivé, les agents de propreté travaillaient en blouse. J'ai commencé à mettre des t-shirts, des polos gris. Ça a bien fonctionné pendant quelques années, mais rapidement, il y avait un truc qui m'allait pas. Et j'ai voulu vraiment faire que nos agents soient femmes aussi au travail. Parce qu'en fait, je me rendais compte qu'elles s'habillaient toujours avec des tenues hommes, 4 tailles au-dessus. Et elles faisaient en sorte justement qu'on les voit pas, qu'on les remarque pas. Et j'avais la volonté de les valoriser en tant que femmes travaillant dans la propreté. On a mis plus de 18 mois à travailler là-dessus. Je voulais être sûr que les vêtements qu'on choisisse, elles soient portées et que ce soit pas un sujet de discorde derrière, de tension. Et donc j'ai vraiment voulu qu'on prenne le temps pour prendre les avis des uns des autres et qu'elles soient fières et contentes de porter leurs vêtements. Et donc, on est arrivé à cette gamme-là. On avait des chemises cintrées, noires et roses. On avait des soft shells sans manches, cintrées également. Et puis des polaires également coupe-femme, taillées à la bonne taille. Il y avait une chose en plus là-dessus, c'est que pendant 18 mois, on a quand même pu bosser quand même à côté sur comment est-ce qu'on valorise au maximum ces éléments. C'était qu'au bout de 2 ans, on leur faisait broder, au bout de 2 ans d'ancienneté, on leur faisait broder leur prénom sur leurs vêtements, sur la manche de leurs vêtements. Et ça, c'était quelque chose qui a été vraiment super fort pour les collaborateurs et également pour les clients. Anecdote par rapport à ça, moi, c'est une chose qui m'a le plus marqué pendant ces 15 ans. C'était le mercredi matin. Je vous disais que le mercredi matin, les agents venaient au bureau et on remet les vêtements, etc. Et la semaine d'après, il y a 2 agents notamment qui arrivent et je les reconnais pas. Je les reconnais pas. Elles étaient maquillées. Et en fait, le fait d'avoir changé ses vêtements, d'avoir changé l'image d'elles-mêmes vis-à-vis des clients dans leur travail, ça avait fait qu'elles s'étaient retrouvées femmes et qu'elles avaient pris le temps de se maquiller le matin. Il faut bien comprendre, c'est qu'elles commençaient à 5 heures le matin. Ça veut dire qu'elles s'étaient levées à 4 heures pour se maquiller et voilà. Et ça a été quelque chose pour moi qui m'a énormément marqué. Je me suis dit qu'on avait marqué, on avait touché au bon endroit. Autre chose qui était importante pour les équipes, elles me l'ont régulièrement dit, c'était que je venais régulièrement les voir sur site. Quand je venais régulièrement, c'est qu'à minima une fois par mois, je voyais toutes mes équipes. Et forcément, des équipes, je vous l'ai dit, hein, travailler le matin ou le soir tard, c'était à 5 heures le matin, à 6 heures le matin. Et le fait de voir leur patron prendre 5 minutes ou 10 pour prendre des nouvelles, savoir s'il n'y avait pas de problème, et juste un bonjour le matin, c'était quelque chose qui avait énormément de poids. Autre point, ça a été le travail en journée. Travail en journée, ça veut dire, ça a été le travail qu'on a fait pour essayer d'ouvrir des interventions à des horaires autres que des horaires le matin avant 8 heures ou le soir après 19 heures. Il y avait plusieurs enjeux. L'enjeu déjà, que nos collaboratrices, c'était beaucoup des femmes, soient vues de nos clients, qu'elles sortent de l'ombre. La deuxième chose, c'était également qu'on puisse créer davantage de temps plein. Parce que uniquement avec des heures le matin ou le soir, vous restez à 1 heure, 2 heures de travail par jour, et c'est pas avec ça que vous faites bouillir la marmite. Donc ça a été un gros enjeu.
On n'a pas fait un dogme. L'idée, c'est que c'était pas possible pour tous les sites, pour toutes les situations, mais on a vraiment essayé de pousser au maximum ces travails en journée auprès de nos clients. Pas facile, hein, pour faire bouger les clients sur ce plan-là. Mais on y arrivait au fil du temps. Et puis, et ça, c'est à la fois les plus petites choses, mais en même temps, je pense, celles qui ont peut-être le plus d'impact, c'est toutes ces petites attentions qui payent pas de mine. C'est prendre des nouvelles d'un collaborateur en maladie. C'est le petit mot en fin de mois manuscrit qui vient remercier une personne, une chose très particulière. Ça, c'était quelque chose qui avait énormément de poids. Moi, tous les mois, j'avais ce tour de l'équipe et je prenais ce temps et je validais avec l'encadrement quelles sont les personnes à qui qu'on a envie de remercier, de valoriser par des bons cadeaux. Et puis, mais au-delà du bon cadeau, c'était vraiment la petite note manuscrite qui était appréciée. C'est également un truc tout bête, hein, penser aux anniversaires. C'est rien du tout, mais c'est loin d'être neutre. Gaël, toujours pas de questions là à ce stade? Non, toujours, a priori, tout le monde t'écoute religieusement, donc tout se passe bien. Mais des questions, ça pourrait aussi bien se passer, hein, n'hésitez pas, hein. Je le prendrai pas comme un affront, bien au contraire. Pour que les collaborateurs soient fidèles, je pense également qu'il est important qu'ils se sentent attachés à l'entreprise. Alors, dans la propreté, comment ça se passe? Le sentiment d'appartenance, zéro. Pour la bonne et simple raison, alors je ne vous l'ai pas dit en amont, j'ai oublié de vous le dire dans le contexte, je vais vous le redire là parce que ça risque de revenir, c'est que dans le contexte, dans la propreté, sous certaines conditions, quand on perd un site, on perd également le collaborateur qui travaille sur ce site. Quand on récupère un site, on peut être amené à récupérer le collaborateur. Ça, c'est important parce que ça augmente encore le turnover, hein, puisque comme les clients changent tous les ans, ça renforce le turnover. Ça vient aussi impacter le sentiment d'appartenance. J'ai eu régulièrement des personnes de la concurrence qui venaient postuler, qui m'expliquaient avoir changé 4, 5, 6 fois d'entreprise, donc d'employeur, en la prenant uniquement sur leur fiche de paye, sans jamais voir personne. Une personne, je ne sais pas si vous imaginez, 5, 6 fois, j'ai changé 6 fois d'employeur, je n'ai jamais vu mon patron et j'ai jamais été informé même que je changeais, hormis par ma fiche de paye qui changeait d'en-tête. Donc comment est-ce qu'on fait pour nourrir un sentiment d'appartenance quand les gens sont disséminés sur les sites, quand ils se voient pas, quand ils travaillent beaucoup à temps réel, quand ils cumulent avec d'autres, éventuellement avec d'autres activités? Ça, c'était l'enjeu. La première chose que j'ai mis en place en 2006, donc 2 ans après avoir repris l'entreprise, ça a été, vous êtes chez EPS, c'était une feuille de chou. Je me suis dit, OK, je ne peux pas tous les réunir, je vais au moins les réunir à travers un support écrit, papier. Donc ça, c'était, donc tous les mois, je rédigeais 3-4 articles sur un format A4 et où là, je parlais vraiment de la vie de l'entreprise. J'évoquais les personnes qui rentraient, les événements, quelqu'un voilà, qui était devenu grand-père, grand-mère. Je faisais les feedbacks à ce moment-là, quand on avait eu un retour d'un client qui mettait en valeur une de nos équipes, et ben on en parlait à ce moment-là. C'était l'occasion de rappeler nos valeurs, la vision que j'avais pour l'entreprise, de fixer le cadre, tout un tas de sujets qui venaient au fil de l'eau, 3-4 sujets par mois et qui alimentaient cette culture, qui faisait aussi cette culture commune. On m'avait promis qu'au bout de 2 mois, j'aurais plus rien à dire. Je l'ai démarré en 2006, je l'ai terminé à mon départ, 163 numéros. Voilà. Donc, comme quoi, ça a été du boulot, mais derrière, vraiment très, je pense, très structurant. Autre élément qui a généré un sentiment d'appartenance, ça a été j'ai invité mes collaboratrices à participer à des concours, notamment de laveurs de vitres au sein de la branche. Au départ, elles n'étaient pas bien chaudes parce qu'elles ne sont pas laveurs de vitres, hein. Je vous expliquerai après, mais ce n'étaient pas des laveurs de vitres, c'était des agents de propreté qui savaient laver des vitres.
Et donc, je les ai inscrits dans ces concours. Bien souvent, il y a que des hommes, que des laveurs de vitres qui font ça depuis 10 ans, etc. Et là où il y a un vrai sentiment d'appartenance, c'est que notamment, on le préparait ça. C'est on avait des temps au bureau avec, comme on avait des belles surfaces vitrées, on a eu des temps de préparation de ces concours, on avait la musique, on filmait ça, et ça rendait une émulation de folie. Et le jour J, bah, elles sont arrivées donc face à des hommes dont c'était leur métier depuis 10 ans, et bah, elles arrivaient sur le podium. Donc ça c'était vraiment chouette, super chouette. La tribu EPS, ça a été quelque chose. Alors Gaël qui est ici présent, fait partie aussi de cette histoire-là, puisqu'il nous a accompagnés là-dessus. C'est quand on a travaillé sur le recrutement, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de clarifier finalement qui composait notre équipe, quels étaient les profils. Il y avait des profils très, très variés en termes d'expérience professionnelle. Ça allait de la personne qui était agent de propreté, ça passait par la personne qui était en production. On avait une assistante administrative qui a travaillé chez nous en agent, vraiment très très large. Mais par contre, on est arrivé à dresser le portrait finalement de six personnalités qui prenaient plaisir à travailler chez nous et avec qui on avait plaisir à coopérer. Et donc, cette tribu, finalement, on l'a mise en forme, on l'a mise en couleur et on l'a déployée sur différents supports. Ça, ce que vous voyez, c'est les posters qu'on avait dans le hall d'entrée des bureaux. Et donc là, on rentrait dans cette tribu. Et ça a été quelque chose qui a été vraiment apprécié par nos agents parce qu'ils se sont vraiment retrouvés, ils ont mis des mots derrière ce qui les unissait finalement tous. Donc après, on l'a déployé sur d'autres choses, hein, sur d'autres supports, site internet, Kakemono, etc. Et puis pour nourrir un sentiment d'appartenance, alors au départ, j'essayais d'imaginer des événements où on puisse faire se retrouver nos collaborateurs. Et puis rapidement, ça a plus marché. Ça a plus marché. J'avais au début 50% de l'effectif, après 30, après 20. Moi, ça me faisait monter en tension parce que je mettais beaucoup d'énergie pour finalement que les gens se mobilisent pas autant que j'aimerais. Et jusqu'au jour où j'ai dit, bah attends, en fait, on va faire autre chose. En fait, c'est plus moi qui vais organiser, c'est vous qui allez organiser. Quand vous avez des idées, bah, vous faites. Moi, je vous suis. C'est l'entreprise qui va payer. Mais par contre, c'est vous qui allez piloter, imaginer les événements. Si jamais il y en a, s'il y en a, il y en a. Il y en a pas, bon, on fera pas. C'est pas un problème. Et bah là, comme par hasard, tous les événements qui étaient organisés par les équipes, c'était 100% de l'effectif qui était là. Et bien souvent, il y avait même parfois même les conjoints, les enfants qui venaient. On a eu comme ça, de tête, on a eu un safari truite qui a été organisé. Alors, le truc improbable, hein. Sur un week-end, ben, on a eu 100% de l'effectif qui est venu avec conjoint, enfant. On a eu un vrai bowling, des barbecues qui ont été organisés aussi. On avait voilà, des équipes turques qui nous avaient fait des repas turcs, mais des tueries au bureau. Bon, voilà. Donc ça a été des choses qui ont permis aussi que la cohésion aussi se renforce. Gaël, je continue. Tu peux continuer. Ah, non, une question qui vient d'arriver de Betty. Avez-vous eu l'expérience de vous poser la question comment faire pour valoriser et fidéliser une personne qui n'est pas humble et se surestime? Pour autant, cette personne a besoin de reconnaissance de son travail. Je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure comment est-ce qu'on recrutait en fait et qu'est-ce qui guidait nos choix et ce qui nous guidait comment est-ce qu'on pilotait l'entreprise. Euh, et vous allez voir qu'il y avait des piliers. Alors je vais peut-être pas, j'en parle tout à l'heure, hein, mais potentiellement, on va se dire si à un moment les valeurs, si à un moment on amène la personne et on cherche à lui amener de la reconnaissance parce qu'elle en a besoin, si à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui va dénoter et qui fera que la mayonnaise dans l'équipe et par rapport au projet, ça fonctionne pas, cette personne-là, à un moment ou à un autre, on va s'en séparer. Mais je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu, je reviendrai sur les éléments pour être plus précis sur ce point-là. Je ne manquerai pas de te rappeler la question. Merci. Alors, autre chose pour moi qui m'a semblé important, si je voulais fidéliser, c'était
que les personnes elles puissent sentir, voir qu'elles allaient pouvoir évoluer. Évoluer, j'entends là deux choses. Évoluer sur un plan du salaire et évoluer sur un plan de l'intérêt du poste. Pas facile pour moi au départ. Ça encore, je l'ai découvert à mes dépens parce que au tout début, voilà, j'investis en recrutement, j'ai des personnes qui rentrent, des personnes qui vont pas, des personnes qui ont de la valeur et je me dis purée, j'ai envie de m'appuyer sur elles pour construire l'aventure. Et ces personnes qui, assez rapidement, au bout de 3, 4 mois, qui partaient, disant ouais, mais attendez, moi EPS, je vais pas faire ça toute ma vie, j'ai pas de perspective d'évolution, voilà. Et je pouvais que comprendre et accepter leur choix. J'avais pas ces possibilités-là. On était organisé comme tout le monde dans la propreté à l'époque. Les femmes, agents de propreté, les hommes, des chefs et des techniciens. Laveurs de vitres, voilà, techniciens. Là, je me suis dit, on va changer de braquet. Déjà, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que les postes de chef et technicien étaient réservés aux hommes. C'est toujours un truc qui m'a toujours bien étonné. Mais on va faire quelque chose, c'est que on va répartir les travaux techniques. On avait plein de travaux techniques à faire, de la moquette, des vitres, décapage de sol, entretien de thermoplastique, cristallisation de marbre, et j'en passe. Bah, plutôt que de créer un poste à temps plein de technicien, on va, on, va, on va supprimer ce poste de technicien et on va répartir ces travaux à tous ceux qui le veulent. Et là, on va commencer à augmenter le volume horaire, donc augmenter le salaire. On va diversifier les fonctions, donc amener de l'intérêt technique. Alors, je vous avoue que derrière, par contre, en termes d'organisation, ça a été la grosse galère, hein. Et plus les années sont passées, plus c'était galère parce que tous les mois, on avait peut-être 200 lignes de travaux techniques à répartir au sein de l'équipe, qui étaient à chaque fois répartis à des gens différents. Donc en termes de paye, etc., pas facile. Mais par contre, on s'y est vraiment retrouvé. Et puis, même plus tard, alors ça a concerné un nombre de personnes moins importantes. Travaux techniques, c'était au moins peut-être 12 personnes quand même, sur une quarantaine. 12 personnes qui savaient faire tous ces travaux techniques. On a progressivement aussi réparti certaines fonctions managériales. On s'était rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient des appétences techniques, mais il y avait aussi d'autres personnes qui avaient des appétences et des vraies sensibilités dans la relation. Et donc, on a fait monter des gens en compétences sur l'accueil de nouveaux, des postes de tutorat, suivi de chantier également, d'aller pouvoir faire des suivis de chantier, d'aller aller à la rencontre des clients. Donc ça, je vous ai dit travaux techniques, 12-14 personnes, fonction managériale, il va y avoir 4-5 personnes qui ont pu évoluer sur ces fonctions-là. Là encore, répartition managériale, ça augmente le volume horaire, ça augmente l'intérêt du poste, ça augmente les salaires. Où est-ce qu'on pouvait aussi, on s'est dit, où est-ce qu'on pouvait impliquer nos collaborateurs et finalement augmenter leur pouvoir d'achat, ça a été sur le recrutement. Qui mieux que nos collaborateurs savait comment on fonctionnait, connaissait la culture, connaissait la tribu EPS pour en parler à l'extérieur. Personne d'autre que nos collaborateurs pouvait en parler mieux que nous, mieux qu'eux. Et là, l'idée, c'était vraiment qu'il y ait aussi une incitation, une vraie incitation. De tête, on était à 180 € de prime de cooptation, quel que soit le poste, le profil, que ce soit pour 1 heure de travail par semaine, que la personne elle soit à temps plein chez nous ou qu'elle travaille qu'1 heure, donc qu'elle gagne 1 500 € ou qu'elle en gagne 200, derrière, il y avait 180 € à la clé qui étaient échelonnés dans l'année en deux échéances, puisque nous, l'enjeu, c'était de passer la première année, qui était l'enjeu le plus crucial. En 2019, on a eu quand même 6 recrutements qui ont été faits sur ce principe-là. Donc ça marchait bien. Et par contre, une chose importante, c'est surtout on ne laissait pas porter la responsabilité à nos agents. C'est que derrière, ils nous amenaient qui voulait, s'ils voulaient aller faire la sortie des écoles et faire de la propagande dans la sortie des écoles, libre à eux. Si jamais il y avait 10 personnes qui arrivaient et qu'on en prenait 10, ils auraient 10 fois 180 €. On les mettait vraiment à l'aise sur une chose, c'est que c'était bien nous qui décidions
de l'embauche ou pas. Et ça, c'est une vraie différence avec nos confrères. Nos confrères, bon nombre de nos confrères n'avaient pas de service recrutement, confiaient ça à leurs agents et finalement n'avaient pas de droit de regard quasiment sur les embauches. Nous, c'était primordial que ce soit bien nous qui prenions cette responsabilité-là. Et l'autre chose, eh ben, c'est également c'était de ne pas en faire de pas vouloir faire quelque chose de figé, de dire on veut que tout le monde fasse des travaux techniques, on veut que tout le monde fasse du management, tout le monde recrutement, non. C'est comment est-ce qu'on individualise chacun des parcours. On avait des collaborateurs qui voulaient travailler uniquement à temps partiel, des personnes qui voulaient avoir leur journée libre et travailler en horaire décalé. Ok, eh ben, ces personnes-là, on ne va pas les pousser à prendre du temps plein et à travailler en journée. De l'autre côté, on avait des personnes qui cherchaient un job sur lequel ils pouvaient vraiment s'appuyer pour en vivre à 100%. Ok, ben on va se démener pour leur trouver un temps plein parce qu'on sait que si on ne leur trouve pas, ils vont partir. Comment est-ce qu'on met en place? Donc voilà, donc vraiment, chaque parcours différent et individualisé. Si tout ça, ça a fonctionné, c'est qu'aussi qu'on avait une chaîne de valeur cohérente. Je vous en ai parlé, vous avez vu, on a parlé un peu de politique de recrutement, politique managériale, organisation. Tout ça, c'était bien lié. Mais il y a une chose, par exemple, notamment, qui peut poser plus de problèmes, c'est la politique commerciale. C'était indispensable que la politique commerciale, elle soit alignée à tout ce que je vous ai dit. Si jamais je veux donner des moyens à mes collaborateurs pour faire le job, pour qu'ils prennent du plaisir, qu'ils soient contents de venir, si je leur donne plus de temps pour faire le job, du matériel haut de gamme, etc., il va falloir que j'ai des clients derrière qui soient prêts à payer peut-être plus cher. Si je veux que mes collaboratrices soient reconnues, fidélisées, il va falloir que j'ai des clients qui derrière qui eux-mêmes reconnaissent nos agents et notre métier. J'ai arrêté par exemple 30% de mon chiffre d'affaires dès que j'ai repris en 2004. Notamment, anecdote, une collaboratrice, quarantaine d'années, tatouée, etc., costaude. Moi, j'arrivais 25 ans. Elle arrive en pleurs dans mon bureau. Elle sortait d'un supermarché et elle m'explique qu'elle avait demandé au patron du supermarché s'il pouvait tenir son berger allemand parce qu'en fait, il courait dans le mouillé et qu'en fait, ça dégueulassait tout son travail. Et là, le patron lui aurait répondu, le berger allemand, il est chez lui. Et donc le matin, vous êtes gentil, vous vous présentez au berger allemand. À partir de ce moment-là, j'ai dit, on va être clair, les clients qui vont correspondre à l'idée que je me fais de l'entreprise, du projet et de mes équipes, on va les garder. Les autres, ils iront trouver une entreprise qui sera plus adaptée à leurs valeurs. Donc ça, pour moi, vraiment, cette cohérence, elle a été cruciale. Et donc, pour revenir un petit peu à la question de tout à l'heure, ce qui a fait, comment est-ce qu'on est arrivé à cette cohérence, vraiment, je pense qu'on est vraiment une pleine cohérence de notre chaîne de valeur. Qu'est-ce qui a fait? Ça a été CoSIZEP. Donc ça, je vais donner une marque, je vais donner un nom, une marque et un petit logo. C'était quoi? C'était que chacune de nos décisions, à chaque fois, elles passaient par le filtre de 5 piliers. 5 piliers qui me constituent en tant que tel. Ces 5 piliers, c'était quoi? C'était la confiance, la considération, l'implication, la sérénité et le plaisir. Ça, c'est pas un truc que j'ai pondu en arrivant en 2004. C'est quelque chose qui a émergé en 2015, où quand j'ai pris un peu de recul j'ai repris une formation pendant 8 mois qui me sortait de l'entreprise 3 jours par mois. J'ai compris avec mes équipes que finalement que toutes nos décisions, elles passaient par ce filtre-là. Est-ce que donc si je reprends recrutement ou management, quand on recrutait, est-ce que avec la personne que j'ai en face, est-ce que je me projette et je me dis qu'on va pouvoir avoir une relation de confiance mutuelle? Est-ce que je me sens considéré? Est-ce que elle va se sentir considérée dans ce qu'on lui propose? Est-ce qu'on va être à un niveau d'implication équilibré l'un et l'autre? Est-ce qu'on va pouvoir est-ce qu'on va pouvoir travailler les uns les autres en sérénité et est-ce qu'on va pouvoir prendre du plaisir dans la relation? Que ce soit avec nos collaborateurs au recrutement, dans notre management, dans nos choix stratégiques, dans nos choix de clients,
tout passait par ça. Et ça, finalement, en mettant le focus là-dessus, la chaîne de valeur, elle est forcément hyper cohérente. Julien, je t'avais dit que je reviendrais vers toi. Donc, si on Oui, adapte ça, donc au CISEP, à la question que posait Betty sur une personne qui a besoin de fidéliser une collaboratrice ou un collaborateur qui manque d'humilité, qui se surestime et qui pourtant a besoin de reconnaissance dans son travail, est-ce que c'est un petit on va exercice venir travailler en là-dessus. quelques mots? On va venir travailler là-dessus. On va prendre le temps avec cette personne dans l'échange. On va lui rappeler ce qui est important pour nous. On va lui faire mettre à jour le fait que pour elle, la considération est importante. Parce que finalement, le besoin de reconnaissance, on pourrait le rallier par exemple à la considération. En tout cas, on va la faire s'exprimer sur ce que ça veut dire pour elle, tous ces éléments-là. Qu'est-ce qui est important pour elle? Nous, on va lui exprimer ce qui est important. On va lui dire à un moment que tel comportement, finalement, voilà ce qu'il peut renvoyer. Quand vous comportez comme ça, ben voilà comment est-ce que ça peut être pris par vos collègues, par les clients ou par nous. Donc peut-être qu'on va se sentir nous-mêmes euh, pas, pas considérés, ou peut-être qu'on sera peut-être pas dans ça va peut-être gêner le côté plaisir dans la relation, je ne sais pas. Et donc finalement, on va pouvoir traiter ce sujet-là de façon très ouverte. Et puis après, la personne, elle sait, on avance. Des moments, on était très en décalage sur ces plans-là, c'est pas un souci. En tout cas, c'est notre guide, c'est notre bouée, et on essaye de s'y raccrocher. Si à un moment l'écart est beaucoup trop important et que ça décroche, eh ben, ça veut dire on est plus fait pour bosser ensemble. Mais potentiellement, j'ai pas de crainte, je me dis, il y a ça, on va chercher les besoins et pourquoi est-ce que la personne, elle se met en avant comme ça. Peut-être que c'est peut-être juste un besoin de considération et on va voir comment est-ce qu'on lui amène. Voilà, mais chacun aura sa part à faire. C'était vraiment ça l'important là-dedans. Alors, on a mis en place tout ça. Donc, on a vraiment mis le paquet pour fidéliser. Et en même temps, on se rendait compte que ça n'empêchait pas les gens de partir. On a tout fait. Puis, voilà, notre collaboratrice, elle se barre du jour au lendemain. Elle part en Bretagne parce que son mari a été muté là-bas. Un tel, il part, ou une telle, elle arrête parce elle est malade et il faut qu'elle arrête. Et là, on le vivait mal parce que finalement, on est arrivé à un moment où on essayait vraiment à ce que les personnes restent et aient envie de rester. Donc, un de nos travaux, ça a été, nos chemins de croissance, ça a été d'accepter aussi de ne pas tout maîtriser. Je reprends, alors pour ceux qui connaissent, alors Stephen Covey, qui est un homme d'affaires et puis un consultant, professeur d'école de commerce américain, il nous parle de le cercle d'influence et le cercle des préoccupations. Moi, c'est quelque chose qui me parle bien. Le cercle de préoccupation, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Une maladie, un départ du conjoint, etc. On peut faire ce qu'on veut, on n'a pas de prise. Et le cercle d'influence, c'est là où on peut agir. Et l'idée, c'est de laisser de côté le cercle de préoccupation et de focaliser son énergie sur le cercle d'influence. L'idée, c'est d'être au bon endroit et de voir comment est-ce qu'on peut élargir ce cercle d'influence au maximum. Alors, comment élargir? Nous, on s'était fixé. Il y avait 3 choses pour moi qui me sont venues sur comment élargir ce cercle d'influence. Eh ben, anticiper que les gens vont partir. Anticiper, ça veut dire recruter au fil de l'eau. Depuis 2004, je me suis battu pour dire on n'attend pas d'avoir un besoin pour recruter. Ça va être de travailler sur la polyvalence. On en a parlé tout à l'heure. Répartir les travaux techniques, ça a cette vocation-là. L'autre chose, c'est de se dire, OK, les gens vont partir, donc je vais surdimensionner les équipes. Parfois, j'ai l'impression que je ne vais pas arriver à occuper suffisamment. J'ai pas de quoi occuper, mais si. Quand on avait les gens, on arrivait toujours à les occuper. Et puis à la fin, on se rendait compte aussi que les gens partaient plus vite. Et donc, c'était de dire comment est-ce qu'on accélère nos processus d'accueil. On avait à l'époque, les personnes, on les faisait monter en compétences sur une période de 6 mois. Ils commençaient à toucher des vitres au bout de 6 mois, 8 mois, mais ça allait plus. À la fin, dans le mois qui venait, quasiment au bout d'un mois, il fallait qu'ils aient pu toucher aussi des travaux techniques. Et il faut que les personnes, voilà, donc on a créé les conditions pour qu'ils puissent accéder plus rapidement, rentrer plus rapidement dans l'entreprise. Ça n'engage que moi. Je crois beaucoup à une chose qui est que plus on cherche à retenir et plus les gens partent. Et donc, il est important de laisser la porte ouverte.
Voilà, plus tu pousses, voilà, c'est un adage pour moi, plus tu pousses, plus ça résiste, plus tu cherches à retenir, bah, plus les gens partent. Moi, je l'ai vécu, en tout cas, à un moment, on a voulu à un moment, une année, retenir davantage, on n'a jamais eu autant de personnes qui sont parties. Et puis, garder le lien, c'est-à-dire que les gens partent, ok, mais comment est-ce qu'on en fait quelque chose de ça? On a investi énormément en recrutement, en formation, en tout ce qu'on veut, en management. Ok, comment est-ce qu'on tire parti, on continue à tirer parti de ça quand les gens partent? Bah déjà, c'est qu'on avait toujours, et ça depuis 2004, un temps important avec le collaborateur qui part. Hein, c'était au moins une heure et demie d'entretien, tout départ. Progressivement, on a mis en place, on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait pas garder un vivier de ces gens-là qui connaissent notre culture, qui connaissent nos modes de fonctionnement, qui connaissent nos sites, et on a créé un vivier d'extra, des gens qu'on pouvait recontacter, mais ponctuellement. Il y a quelqu'un qui est absent pendant 2 jours. Tiens, est-ce que vous êtes OK pour aller pour faire un remplacement sur 2 jours? Bon, bah, OK, ça met un peu du beurre dans les épinards, ça remet pas en question sa nouvelle vie perso ou pro. Donc on avait ça. Et puis on se disait également, bah, au pire, si ces personnes-là sont vraiment plus dispo et qu'elles veulent plus, c'est pas un souci. Mais par contre, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Donc à minima, qu'on les invite aussi à pouvoir parler de l'entreprise à leur entourage, leurs amis, leurs collègues, etc. J'en arrive à la fin. Donc, est-ce que fidéliser, c'est possible? Moi, j'en suis pas sûr. En tout cas, l'expérience m'a montré qu'il y avait des moyens d'action. Alors, certes, il n'y a pas de solution miracle. C'est jamais abouti. Faut remettre l'ouvrage en route à chaque fois. C'est plein de petites choses. Finalement, c'est plein de petites choses qui prises individuellement, paraissent anecdotiques, sans effet, ou en tout cas, c'est sûr, c'est que ça saute pas aux yeux, hein. C'est qu'au niveau égo, voilà, en tout cas, c'est pas le genre de choses qui va vraiment venir flatter nos égos. Mais par contre, voilà, du travail au quotidien, plein de petites choses à mettre en place au quotidien. Voilà pour moi, 53. Si jamais il y a quelques questions. Merci Julien pour ce très très beau témoignage, effectivement. Et je pense qu'il doit y avoir plein de questions. Alors c'est toujours pareil, c'est toujours la première qui est la plus difficile, mais n'hésitez pas parce que Julien nous a démontré que sur un secteur d'activité qui n'est pas simple, qui est peut-être encore plus compliqué que dans certaines entreprises, je dirais traditionnelles, c'est possible. Donc allez-y. Alors Julia. Moi, c'était simplement pour dire que, enfin, Julien, tu indiques qu'en effet, il n'y a pas de solution miracle. Enfin, en même temps, c'est assez incroyable de voir justement tout ce que tu as pu mettre en place et justement l'enchaînement des actions, comme tu l'as dit, dans une vraie cohérence aussi de projet d'entreprise et que ça marche. Hein. C'est quand même ça que c'est quand même le témoignage que tu donnes là, c'est que bah, en effet, c'est complexe, il n'y a pas de solution miracle, mais en tout cas, tout l'enchaînement d'actions que tu as pu mettre en place, ça fonctionne. Donc, si, il y a des choses qui fonctionnent. Et, enfin, Ah en tout cas, moi, oui, je suis assez. Bah, je trouve ça super. Ça veut dire qu'en gros, bah, il y a quand même de l'espoir. Et puis, ça veut dire que, en effet, quand on met en place l'ensemble de ces actions, voilà, c'est positif, ça fonctionne bien. Alors moi, j'aurais une question, Julien. Est-ce que cette vision globale, tu l'avais dès le départ ou en fait, tu l'as construite en avançant progressivement? je suis arrivé, moi j'avais un parcours qui était dans la logistique. Arriver d'un point A à un point B le plus rapidement possible, logistique et organisation. Donc structurer, optimiser, ça c'était mon dada. Donc j'ai repris l'entreprise comme ça. Et je pense que c'était un bon point d'entrée parce qu'il y avait énormément de choses à structurer, à optimiser quand j'ai repris. Rapidement, très rapidement, je me suis rendu compte que ça se jouait pas là. J'ai vu la branche qui cherchait toujours à optimiser, à objectiver, à objectiver la propreté. Le client serait satisfait si jamais il a moins d'un papier par terre, il a ses poubelles qui sont bien vidées, s'il a X. Voilà, il y a des éléments très très objectifs.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, ça se jouait pas là. Et je me suis dit, mais et au bout de je pense que ça c'est en 2006, donc 2 ans après, j'ai commencé à prendre conscience que c'était vraiment par la relation qu'on allait créer de la valeur et qu'on allait se démarquer. Donc ça a été 2006, premier événement. Et puis des choses qui se sont mises en place naturellement, parce que CoSIZEP, c'est quand même c'est ce qui me fait vivre, ce qui me constitue finalement, mais je l'avais pas conscientisé encore. Et 2014-2015, là, grosse prise de recul, de hauteur. Je reprends une formation qui m'amène à me déconnecter 3 jours par semaine de l'entreprise. Je réfléchis avec mes équipes et très rapidement, je pose ça. Je pose CoSIZEP en fait. C'est venu comme ça, mais c'est parti très très rapidement. Même le logo que je vous ai montré, je l'ai posé comme ça. Et là, je le pose dans le bureau et je vois ce que ça. Je me dis tiens, je vais voir mercredi ce que ça donne. Et les agents passent, mon équipe déjà proche passe et se reconnaît pleinement là-dedans. Et les agents passent et disent ah mais on a changé de logo. Ah mais parce que ça c'est vraiment nous ça, c'est tout nous. Et là j'ai compris que c'était pas une lubie de ma part, c'était notre ADN qui était mis en mots. Et à partir de ce moment-là, le fait d'avoir posé CoSIZEP, j'ai commencé à observer et à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et là, je l'ai modélisé. Ça a été mon sujet de mémoire également. Et donc là, ça m'a permis d'avoir vraiment cette vision, d'avoir conscience de cette vision systémique, en fait, que j'avais pas mis en conscience comme ça avant. Ok, ben, merci beaucoup pour ce très beau témoignage, hein. Je crois qu'on est Alors, j'ai une tous... dernière question, Ah oui, excuse-moi. Oui. Y a-t-il eu des tentatives d'orientation vers une certification? Non, j'avais mis en place la qualité dans mon précédente vie, ma première vie professionnelle. Je savais comment faire. On était structuré comme une entreprise, je pense, certifiée. Je voulais, je tenais à rester, à pouvoir gérer une entreprise de façon très opérationnelle et de ne pas m'enfermer dans des procédures, dans de la paperasse, dans des choses qui allaient m'amener une lourdeur et qui risquaient de contraindre mes choix stratégiques. Je dis une bêtise, par exemple, on n'a jamais choisi un logiciel aussi, on n'a pas choisi de logiciel métier pour gérer notre activité. Parce que, je vous ai dit, on répartit par exemple les travaux techniques, etc. Il n'y a aucun logiciel, aucun qui permet ça. Ce qui veut dire qu'à un moment, si jamais je passe sur ce logiciel-là, je vais, je vais contraindre mon exploitation par, euh, par un logiciel ou par des procédures. Et donc moi, je voulais pas ça. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça n'a pas été un. ok, merci. Eh ben, merci pour tout ça. Et donc, prochain petit déjeuner, je vous donne rendez-vous le 9 janvier. Exceptionnellement, ça ne sera pas le premier mardi de chaque mois parce qu'on s'est dit que le 2 janvier, ça serait un petit peu trop tôt. Donc, le 9 janvier à 9 heures. Et un thème complètement différent, mais qui nous semble également important, c'est l'IA, hein, donc l'intelligence artificielle dans les TPE et les PME, parce qu'on pense que c'est un train qui est en train de passer et peut-être qu'il va falloir monter dedans, même pour les petites structures. Donc, je vous donne rendez-vous donc le mardi 9 janvier. Ça sera animé par Stéphane Amicucci. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci et à bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Merci Valérie.